Ok. Bonjour ou bonsoir, selon la position géographique de chacun de nous. Bonjour une fois encore à tous les internautes qui nous suivent actuellement. Je vous souhaite la bienvenue à cette troisième et dernière séance consacrée aux techniques de réalisation d'une étude d'impact environnemental et social réussie. Je crois que nous avons on a déjà échangé sur pas mal d'éléments. On a déjà 2 séances et au cours de cette séance, on s'est rappelé plusieurs choses sur lesquelles je ne vais pas revenir en détail. Et donc, la dernière ligne pour nous aujourd'hui, c'est l'analyse des impacts de la variante optimale. On s'est arrêté sur l'analyse des variantes la fois passée. Et donc, au cours de cette séance, nous allons commencer d'abord par l'analyse des impacts. Après ça, nous allons voir l'analyse des risques, le programme pour le plan de gestion environnementale et sociale, le programme de suivi et de surveillance environnementale et sociale. Donc voilà, c'est des éléments clés d'une étude d'impact environnemental et social. Il est vrai, comme on l'a dit, il y a d'autres chapitres qu'on pourrait aborder, mais vu le temps consacré à cette présentation, c'est-à-dire qu'il fallait présenter les éléments essentiels. Voilà. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, pour faire une bonne analyse des impacts, il faut des préalables. Et ces préalables, c'est que on doit faire une bonne présentation ou description du milieu récepteur, d'accord, de la zone d'influence directe, indirecte, etc., de notre projet. Et si on ne maîtrise pas l'état de référence des composantes ou des composantes des milieux biophysiques et humains de notre milieu récepteur, il serait difficile pour nous de faire une bonne analyse des enjeux. Et si les enjeux ne sont pas bien identifiés, vous comprendrez qu'au niveau de l'analyse des impacts aussi, on risque de biaiser. C'est pourquoi on nous exhorte à mettre tout le nécessaire qu'il faut pour bien identifier les enjeux à partir de la description, bien sûr, des différentes composantes les plus pertinentes des milieux biophysiques et humains. Alors, l'impact, tout le monde le sait, on ne va pas faire toute une théorie, on ne va pas développer toute une théorie autour de ce qu'on entend par l'impact. Alors, l'élément essentiel pour nous, c'est de savoir comment procéder pour identifier les impacts. Quelles sont les principales étapes à franchir et lorsque l'on veut faire une bonne analyse des impacts. Alors, comme je l'ai dit, à partir de l'identification des enjeux, le consultant même voit déjà les différentes composantes des milieux biophysiques et humains qui pourraient être affectés par les activités du projet. Alors, lorsque je connais ça, je viens maintenant au niveau de l'analyse des impacts. À ce niveau, on a 4 principales étapes. D'accord? 4 principales étapes. C'est-à-dire ce qu'on entend par l'analyse là, ça passe par 4 principales étapes, à savoir l'identification des impacts, la description des impacts, l'évaluation de l'importance des impacts identifiés et maintenant la proposition des mesures d'atténuation ou des mesures d'amélioration
des impacts qu'on a identifiés. Atténuation, si c'est un impact ou des impacts négatifs. Et les mesures de compensation ou de bonification visent à améliorer l'impact positif ou les opportunités, d'accord, que le projet a créé à travers la mise en œuvre de ces activités. Voilà. Alors, ceci étant, pour identifier les impacts, on a globalement trois principales étapes. D'accord? Dans un premier temps, je dois chercher à comprendre les activités du projet. Alors, est-ce que le projet pour lequel on veut réaliser ou on est en train de réaliser l'étude d'impact environnemental, est-ce que dans le cadre de ce projet, on a élaboré les APS ou l'APD, l'avant-projet sommaire ou l'avant-projet détaillé? Si oui, quel est le contenu de ces deux documents-là? Est-ce que les activités que compte mettre en œuvre le projet sont bien détaillées dans l'APD? Alors, si oui, je dois faire un petit exercice pour voir. Lorsque je suis à la phase préparatoire, quelles sont les activités que le projet a prévu réaliser? À la phase de construction et à la phase d'exploitation ou, si possible, à la phase de démantèlement, si cela est proposé, on doit chercher à comprendre ou à identifier les différentes activités, d'accord, qu'on doit exécuter au cours de la mise en œuvre du projet. Alors, c'est ça qu'on appelle ici les activités sources d'impact. Donc, si je ne connais pas les activités à réaliser dans les détails nécessaires qu'il faut, je ne peux pas savoir les composantes du milieu qui pourraient être affectées par l'exécution de ces différentes activités projetées dans le cadre du projet. C'est pourquoi cette étape, elle est déterminante, elle est importante. Et donc, si le projet n'a pas de document, comme ça, vous comprendrez que l'exercice sera beaucoup plus difficile, c'est vrai. Le consultant, de par ses expériences, peut faire les acrobaties nécessaires, mais quand c'est comme ça, en faisant l'analyse, c'est que vous-même, vous ne serez pas à l'aise. Vous n'avez pas toutes les informations, toutes les données qu'il faut pour pouvoir faire aussi l'identification des composantes environnementales susceptibles d'être affectées. Je suis là au niveau de l'étape 2. Il faut comprendre d'abord l'activité à réaliser. Si je sais que dans le cadre du projet, il y a un entretien, il y a le débroussaillage du site. Après, il faut faire un nettoyage du site d'accueil des installations. Alors, sur cette base, je sais déjà les composantes de mon milieu qui pourraient être affectées. Alors, après l'identification des composantes, on passe à l'étape 3, à la mise en relation des activités du projet avec les composantes environnementales pour savoir maintenant quel type d'impact chaque activité à réaliser aura sur les différentes composantes de l'environnement. Donc, voilà un peu au niveau de l'identification des impacts les trois principales étapes qui sont nécessaires pour nous, à savoir l'identification des activités à exécuter ou à réaliser dans le cadre du projet, l'identification des composantes environnementales et la mise en relation de ces deux précédents impacts pour mieux apprécier l'impact que chaque activité du projet aura sur les composantes de l'environnement. Alors, ceci étant, cet exercice vous permettra de renseigner la matrice de Léopold, cette matrice qui présente les activités sources d'impact
par phase, et les milieux physiques, les milieux physiques, biologiques et socio-économiques. Donc, au niveau de chaque milieu, vous avez les composantes du milieu qui pourraient être affectées, pour ne citer que cela. Donc, vous voyez. Alors, au niveau de ce tableau, on positionne les différentes activités prévues pour être réalisées par phase de mise en œuvre de projet. À la phase de préparation, phase de construction, phase d'exploitation. Là, on s'est limité à 3 étapes, à 3 phases. Pour d'autres projets, ça dépend. On peut aller à une 4e phase, la phase de démantèlement. Ce que vous voyez. Et donc, cette matrice de Léopold est généralement utilisée dans le cadre de l'analyse des impacts pour, dans un premier temps, signaler le type d'impact que chaque activité aura sur les différentes composantes. Cela ne veut pas dire que toute activité aura un impact sur les différentes composantes alignées par milieu. Une activité peut avoir uniquement d'impact sur le sol ou uniquement sur l'eau. Est-ce que vous voyez? Et de la même manière, une autre activité peut avoir d'impact sur 5 composantes, 6 composantes, que cela soit dans le milieu biophysique ou au niveau du milieu socio-économique. Donc voilà un peu. À ce niveau, on précise si c'est un impact positif. D'autres consultants peuvent choisir de mettre plus. Si c'est un impact négatif, on peut mettre moins, le signe moins. Bon, je dis cela parce que ça varie d'un peut-être consultant à un autre. Vous allez voir des documents où peut-être qu'à ce niveau, au lieu d'utiliser les symboles que j'ai évoqués tout à l'heure, on peut mettre des trames de couleurs pour matérialiser l'impact positif ou l'impact négatif. Donc, généralement, cette matrice est accompagnée d'une légende pour dire, bon, le plus est égal à impact positif, le moins, ou le symbole, ça peut être un tiret, d'accord, représente un impact négatif. Si c'est des trames de couleurs qui ont été utilisées aussi, vous allez voir, est-ce que c'est le vert qui représente l'impact positif ou bien c'est le rouge qui représente l'impact négatif? À vous de savoir la trame de couleur ou la trame de fond, d'accord, que vous voulez donner à chaque cellule pour matérialiser le type d'impact que l'activité aura sur la composante. Alors, après l'identification de l'impact, il y a l'évaluation de l'importance, d'accord, des impacts ou de l'impact qu'il faut préciser au cours de votre analyse. Alors, lorsqu'on est au Bénin, on utilise généralement la grille de Martin Fesneau. Globalement, pour d'autres pays aussi, c'est une matrice du genre qui est utilisée. Alors, on est parti d'où? De l'identification des impacts. Alors, avant d'aboutir sur l'importance de l'impact, on doit partir de l'étendue. On doit apprécier l'étendue de l'impact, l'intensité de l'impact, la durée de l'impact. Alors, si j'ai un impact comme au cours de l'activité ou de la mise en œuvre du projet, peut-être que c'était annoncé, bon, on a supposé peut-être qu'il y aura le déversement accidentel d'hydrocarbures. Tout le monde connaît ce qu'on entend par hydrocarbures, comme les produits pétroliers, par exemple. Je donne l'exemple des produits pétroliers. On connaît leur composition chimique. On sait que lorsque cela se déverse accidentellement sur le sol ou dans l'eau, etc.,
ça peut affecter pas mal de composantes de l'environnement. Alors, si j'ai un impact comme ça, d'accord, je dis pollution, peut-être de l'eau, suppose qu'il y a déversement accidentel d'hydrocarbures dans un cours d'eau, par exemple. Pollution de l'eau, c'est un impact, d'accord. Alors, quelle est l'étendue de l'impact là? Jusqu'à quel niveau, d'accord, de votre site de projet, si on assiste à un déversement accidentel, jusqu'à quel rayon, jusqu'à quel kilomètre, d'accord? L'impact ou l'effet de l'impact là peut être ressenti. C'est ce qu'on nous demande ici. On va revenir sur ces éléments-là. On a prévu quelques éléments d'orientation. De la même manière, l'intensité de l'impact doit être évoquée et aussi la durée de l'impact. Si on assiste à un déversement accidentel, d'accord, les conséquences que cela va générer là, pendant combien de temps, d'accord, les populations riveraines ou bien les éléments du milieu qui sont exposés ou qui sont susceptibles de ressentir les conséquences de cet impact, pendant combien de temps cela est évalué. Alors, pour aller maintenant, pour déboucher sur l'importance de la composante, vous allez nous excuser là. La finalité, c'est l'importance de la composante et non l'importance de l'impact et non l'importance de la composante. Mais en amont, on doit évoquer aussi, on doit suivre de près ou aborder la valeur de la composante. La composante de l'environnement qui doit être affectée ou bien qui est affectée là, ou qui ressent les conséquences d'un déversement accidentel, par exemple. Que représente cette composante peut-être pour les populations riveraines? Est-ce que c'est une ressource rare, exploitée par les populations riveraines qui est affectée? Cela vous permet d'apprécier l'importance de l'impact. Pour la ressource qui veut être affectée ou qui est affectée par le projet ou qui sera affectée là, voilà peut-être le nombre de ménages riverains qui dépendent de cette ressource pour survivre. Est-ce que vous voyez? Cela nous permet de bien évaluer, d'accord, l'importance de l'impact dans le cadre de l'analyse des impacts. Alors, avant de tirer une conclusion sur l'importance de l'impact, comme je l'ai dit précédemment, il y a 3 critères qui sont généralement utilisés. Vous avez, vous avez le degré de perturbation ou l'intensité de l'impact. Il y a l'étendue de l'impact, d'accord, qui est utilisé, et aussi la durée de l'impact doit être étudiée. Alors, à chaque niveau, si je prends le degré de perturbation ou l'intensité de l'impact, il y a une appréciation qui est faite, soit cela peut être faible, moyen, fort. Et l'étendue de l'impact peut être ponctuelle, locale, régionale. Et maintenant, la durée de l'impact aussi peut être temporaire, moyenne ou permanente. Alors, vous avez des hypothèses d'appréciation. Quand est-ce que l'intensité de l'impact peut être faible? Quand est-ce que son étendue est dite ponctuelle, locale, moyenne, régionale? Et à quel moment la durée d'un impact peut être qualifiée de temporaire, de moyenne ou de permanente? Et donc, je donne un exemple. On ne va pas revenir sur tous les détails qui sont là. Je vais donner un exemple par critère. Si je prends l'intensité de l'impact, un impact a une intensité forte lorsque celui-ci altère ou améliore
de façon très significative ou un ou plusieurs éléments environnementaux en modifiant considérablement leurs utilisations, leurs caractéristiques ou leur qualité. Est-ce que vous voyez? Et donc, vous regardez de près l'intensité de l'impact en fonction des caractéristiques que vous connaissez déjà de votre milieu récepteur. Est-ce que l'impact est localisé, d'accord, sur le site, la zone d'influence directe, indirecte ou la zone d'influence rapprochée? C'est à vous de voir. Donc, ces hypothèses vont vous permettre de mieux apprécier l'impact. C'est là même le travail de consultant. On vous attend beaucoup plus au niveau de l'évaluation. Et il faut que les appréciations que vous allez faire soient quand même proches de la réalité. Alors, après la lecture, d'accord, de votre analyse environnementale, on ne doit pas avoir de doute sur l'analyse qui est faite. C'est pourquoi il faut partir des composantes du milieu et voir quelle est la relation entre les populations riveraines ou les communautés riveraines de votre site d'implantation et par rapport vis-à-vis des différentes ressources, d'accord, du milieu biophysique. Et donc, l'usage ou les usages que font les communautés riveraines pourront mieux vous aider dans l'appréciation de chaque critère, à savoir l'intensité, l'étendue et la durée. Parce que c'est le croisement de ces trois éléments-là qui vont vous permettre, qui va vous permettre du moins d'apprécier l'importance de l'impact à sa juste valeur. Et donc, si on n'a pas une bonne connaissance de son milieu récepteur, de l'état actuel des ressources ou des composantes du milieu, des usages que font les populations riveraines de ces ressources ou de ces composantes, on ne pourra pas apprécier l'importance de la composante pour les riverains ou les communautés riveraines et afin de tirer maintenant une conclusion sur l'importance de l'impact. Et donc, parce que je dis tout ça, parce que tout à l'heure, on va vous présenter la matrice, d'accord, une matrice qui fait le croisement, d'accord, de ces trois critères-là et qui débouche maintenant sur l'importance, qui vous permet de tirer une conclusion sur l'importance de l'impact. Et donc, l'importance de la composante, vous gardez ça à l'esprit. Donc, avant de tirer une conclusion, si vous dites, ah, telle ressource-là, est-ce que c'est une ressource rare? Est-ce que les populations exploitent ça, etc. Bon, au lieu que ça soit peut-être d'importance moyenne, au vu de ce que vous connaissez du milieu, et que ce n'est pas peut-être une ressource rare, et aussi des mesures d'atténuation qui vont être proposées, vous allez mieux tirer une conclusion par rapport à l'importance de votre impact. Alors, au Bénin, comme un peu partout aussi, même il y a la grille de Perfecto, présentée ici après, qui est utilisée. Au niveau de la première colonne, vous avez la durée de l'impact. Au niveau de la deuxième colonne, vous avez l'étendue de l'impact et le degré de perturbation, c'est-à-dire l'intensité de l'impact. Vous avez les trois niveaux, oui, les quatre niveaux, faible, moyen, fort, très fort, etc. Alors, c'est le croisement, d'accord, des différents éléments, des critères croisés qui vont vous permettre maintenant de tirer une conclusion par rapport à l'importance de l'impact. Donc, si je prends la durée qui peut être momentanée,
permanente, temporaire, etc. Donc, c'est 3 niveaux qu'on a. L'étendue aussi, c'est 3 niveaux. Au niveau du degré de perturbation, ici, nous avons 4 niveaux. Alors, pour l'importance de l'impact, on aura 3 niveaux aussi. Soit l'importance de l'impact est faible, ou elle est qualifiée de moyenne ou bien de forte. Maintenant, à quel moment, par exemple, un impact peut avoir une importance forte? Il y a plusieurs cas de figure qui se présentent. L'élément essentiel, c'est lorsque, au cours de l'analyse, il y a cet impact aura une durée permanente. Je suppose que je suis là. Si la durée de l'impact est permanente et que son étendue est ponctuelle, d'accord? Son étendue est ponctuelle. Je suppose que le degré de perturbation est moyen. Alors, si je fais le croisement de cette ligne permanente, la durée permanente, étendue moyenne, et le degré de perturbation moyen, cela me donne l'importance de l'impact moyenne. Est-ce que vous voyez? Donc, ça vous permet, parce que si au cours de l'analyse, vous dites, bon, au vu de ce que vous connaissez, au vu de ce que vous avez vu, constaté sur le terrain, etc., voilà, l'impact aura une durée temporaire, étendue locale, etc. Alors, si vous vous doutez de l'importance de l'impact, il faut vous référer à cette matrice. Et pour une bonne analyse, c'est que vous devez avoir cette matrice à côté pour jeter un coup d'œil. Là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper par rapport à la conclusion que vous allez tirer sur l'importance de l'impact. Donc, cette matrice est d'une grande utilité et on doit avoir ça aussi à l'œil tout au long de l'évaluation de l'importance de l'impact. Alors, dans le cadre de l'évaluation environnementale et sociale ou de l'analyse des impacts, il y a 2 types d'impacts qui sont identifiés, à savoir les impacts positifs et les impacts négatifs. Alors, à chaque impact identifié, il faut des mesures. Comme on l'a dit précédemment, les mesures d'atténuation sont proposées pour les impacts négatifs et les mesures de compensation ou d'amélioration, etc., sont proposées pour les impacts positifs. Et donc, au cours de l'analyse, après avoir identifié ou bien évalué l'importance de votre impact, vous pouvez proposer en même temps les mesures d'atténuation. Bon, cela dépendra de ce que les thèmes de référence vont vous demander ou vont vous exiger. Au niveau de l'analyse des impacts ou de ce chapitre, vous pouvez proposer en même temps au fur et à mesure les mesures d'atténuation ou de bonification. Est-ce que vous voyez? Alors, ou bien, les TDR peuvent vous dire qu'il faut proposer des mesures au niveau du plan de gestion environnementale et sociale. Est-ce que vous voyez? Bon, comme je l'ai dit, l'élément essentiel, c'est le contenu de l'analyse qui importe. On sait que pour les mesures, pour les impacts négatifs, il faut toujours proposer des mesures d'atténuation. La même chose pour les impacts négatifs, parce qu'il faut améliorer ou bien il faut profiter des opportunités apportées par le projet. Alors, cet exercice est possible aussi sur la base, est réalisé souvent sur la base de l'expérience du consultant, du contexte socio-économique de la zone d'étude et de la réglementation en vigueur. Réglementation, pourquoi? Parce que au Bénin comme ailleurs, il y a des normes qui sont applicables. Il y a des lois,
d'accord, qui sont votés dans la plupart de nos pays, et ces lois qui encadrent le domaine de l'évaluation environnementale, qui protègent l'environnement de façon globale, on ne doit pas perdre le contenu de ces lois. Donc, au cours de l'analyse, il y a des dispositions qui sont déjà prévues par certaines lois ou bien certains textes en vigueur dans la plupart de nos pays. On peut se référer à des articles clés de ces lois-là pour proposer peut-être des mesures d'atténuation à certains impacts négatifs que vous avez identifiés. Donc, la réglementation sur l'environnement peut vous aider aussi à proposer des mesures spécifiques pour certains impacts spécifiques. Et donc, c'est une étape très, très importante qu'il ne faut pas négliger, parce que les mesures à proposer, d'accord, doivent être bien formulées, très précises, concises, pour que lorsque le promoteur du projet, d'accord, après la prise de connaissance du livrable que vous allez déposer à la fin de votre étude, il soit quand même satisfait du travail qui a été fait. Donc, on ne doit pas lire une mesure pour que cela sème encore de doute. Donc, en votre absence, le promoteur doit être capable de procéder à la mise en œuvre des mesures d'atténuation sans vous interpeller. Et donc, si on vous interpelle, c'est que il y a peut-être du flou autour de la mesure proposée. Donc, il faut faire de sorte que partout, d'accord, où le document ira, tout lecteur, après lecture du rapport, que ce dernier soit quand même à l'aise par rapport à la compréhension, d'accord, de chaque mesure proposée pour atténuer les impacts. Parce que chaque mesure, ou les mesures les plus pertinentes à retenir à la fin de l'analyse, feront objet de la mise en œuvre, ce qui va nécessiter un coût. Donc, il faut aider le promoteur à ce niveau en lui proposant des mesures réalistes et les mesures qui cadrent avec la réalité du terrain. Et cela passe par une bonne identification, une bonne évaluation des impacts du projet. Alors, lorsque je prends le chapitre consacré à l'analyse des impacts, il faut dire que le travail d'analyse des impacts est fait par phase, phase de préparation ou phase préparatoire, phase de construction, phase d'exploitation, phase de démantèlement, s'il y en a, ou si les TDR l'ont exigé. Bon, même si les TDR ne l'exigent pas, de par vos expériences, etc., si cela est nécessaire, vous pouvez proposer ça au promoteur du projet. Ça fait un de plus. Alors, dans d'autres documents, vous pouvez ne pas voir ça tel que je viens de le dire. On peut mettre ensemble la phase préparatoire et la phase de construction et les appeler phase travaux. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est le contenu de ce que l'on fait. Est-ce que vous voyez? Alors, ici, après avoir analysé les impacts négatifs sur les composantes du milieu biophysique, les composantes du milieu humain, et après l'analyse des impacts positifs également, il faut ce qu'on appelle un tableau synthèse. D'accord? Le tableau synthèse des impacts. Bon. Le format que nous avons présenté ici, c'est le format utilisé au niveau national. Nous sommes tous des consultants. Si on vous sollicite dans d'autres pays, il faut faire avec le format utilisé au niveau national. Donc, c'est un peu ça. Ce que le commun, c'est que il y a toujours une synthèse qui est faite
au terme de l'analyse des impacts, il y a des mesures d'atténuation qui sont proposées pour atténuer les impacts négatifs. C'est ça l'élément essentiel. Le reste, c'est la présentation qui diffère. Alors, à ce niveau, les différentes activités que vous avez déjà présentées, supra, pour pouvoir identifier les composantes des milieux biophysiques et humains qui pourraient être affectés par chaque activité. On doit retrouver ces activités-là à ce niveau. Et aussi, tout au long de l'analyse des impacts, vous devez faire un rappel de ces activités pour dire tel impact-là va être généré par telle activité, tel que c'est déjà signalé au niveau de la matrice de Léopold. Donc, cela permet de voir la cohérence entre le développement ou le raisonnement ou l'analyse que vous êtes en train de mener. Donc, les activités que je dois retrouver ici doivent être identiques aux activités sources d'impact qui m'ont permis de faire l'analyse avec la matrice de Léopold. Et donc, au niveau du tableau synthèse des impacts, je dois avoir les activités sources d'impact et voir les impacts négatifs ou bien les impacts positifs identifiés par activité et par phase. Donc, pour chaque impact, je dois identifier son importance, d'accord? Donc, vous avez un tableau à 6 colonnes, activité sous l'impact. Deuxième colonne, vous avez les impacts positifs. Au niveau de la troisième colonne, vous avez les impacts négatifs. Vous avez l'importance de l'impact, les mesures d'atténuation et les mesures de maximisation respectivement au niveau du quatrième, cinquième et sixième colonne. Donc, on renseigne ce tableau qui fait le récapitulatif de l'analyse des impacts. Alors, les mesures que vous avez proposées au fur et à mesure au cours de l'analyse, vous allez faire la synthèse de ces mesures au niveau de ce tableau. Alors, il y a une différence parce que je prends la colonne des impacts positifs. Je ne sais pas, ce n'est pas sorti. Généralement, on ajoute A et au niveau des impacts négatifs, on ajoute B entre parenthèses. Donc, pour montrer que ici, nous avons les impacts positifs et de l'autre côté, qu'il s'agisse des impacts négatifs. Bon, ça, ce n'est pas un élément majeur. Vous pouvez vous retrouver en faisant la synthèse de vos impacts. Donc, voilà un peu pour ce qui concerne l'analyse des impacts. C'est une étape ou une des étapes capitales ou importantes de l'analyse environnementale ou de l'étude d'impact environnemental de façon globale. Parce que la synthèse qu'on veut faire ici va nous aider à proposer le plan de gestion environnementale et sociale. Et ici, tous les impacts qui auront une importance faible, c'est-à-dire si je prends la colonne importante de l'impact, si je vois faible, ça veut dire que il s'agit des impacts mineurs, d'accord? Les impacts même, les impacts pour lesquels si on ne proposait pas des mesures d'atténuation, auront des effets ou des conséquences négligeables sur le milieu ou les composantes du milieu d'accueil du projet. Et donc, les impacts qui auront une importance faible ici, on ne va pas retrouver les mesures proposées pour ces impacts dans le plan de gestion environnementale et sociale. Je tiens à préciser cela. Une fois encore au niveau du PGS, on va revenir sur ces différents éléments. Alors, après l'analyse des impacts, il y a un chapitre qui est souvent consacré aussi à l'analyse des risques et d'accidents technologiques.
Tout le monde sait déjà ce qu'on entend par risque, qui est une éventualité ou la probabilité pour qu'un événement, un phénomène ou un événement qui présente, d'accord, ou la probabilité pour qu'un danger, d'accord, survienne et causer des dommages au système humain, système naturel, etc. Donc, le risque, ça veut dire que c'est la combinaison de la probabilité de survenance d'un accident et la gravité de ses conséquences. Bon, on ne va pas perdre de temps sur ces différents éléments que nous connaissons très bien. L'élément essentiel pour nous ici, c'est de pouvoir identifier les risques comme on l'a fait au niveau des impacts. Alors, à ce niveau également, il y a la criticité des risques qu'il faut apprécier. Dès qu'on a apprécié l'importance des impacts, à ce niveau aussi, il faut pouvoir montrer la criticité des risques et proposer aussi des mesures de prévention de ces risques. Parce que c'est les éléments qu'on ne maîtrise pas. D'accord? Et donc, il faut pouvoir proposer des mesures préventives pour aider le promoteur du projet à prendre des dispositions qui s'imposent pour que tout au long de la mise en œuvre des activités du projet et en phase d'exploitation, que même si ces risques survenaient, au moins le promoteur sait déjà les dispositions à prendre. Donc, en amont, le promoteur prend les dispositions nécessaires qu'il faut pour éviter, d'accord, la survenance de ces risques ou bien pour que, en cas de survenance de ces risques, que les impacts, les conséquences que cela pourrait engendrer soient déjà minimisées à travers le respect d'un certain nombre de mesures prescrites au niveau d'un plan de gestion des risques. Alors, comme on l'a dit, il y a ce qu'on appelle la gravité. La gravité, dans un premier temps, on va identifier les dangers. Quels sont les dangers? Alors, quels sont peut-être les comportements qui pourraient entraîner ou faciliter la survenance des risques qu'on a identifiés? Lorsque je suis sur un chantier, j'apprécie également la probabilité de danger identifié, d'accord? Et la fréquence d'apparition. Le croisement ou la combinaison de la gravité et de la probabilité vous permet de mieux apprécier la criticité des risques. Est-ce que vous voyez? Donc, 3 niveaux de risque, comme ce qu'on a vu au niveau de l'importance des impacts. Bon, on ne va pas développer toute une théorie autour de ça. Donc, comme l'importance des impacts, vous pouvez avoir aussi on a 3 classes de criticité du risque. Vous avez les risques faibles, les risques qui pourraient être qualifiés de moyens ou les risques élevés ou hauts. C'est à vous de voir. Cela dépendra de la grille ou de la source que vous allez exploiter ou de la référence que vous pourrez exploiter pour faire l'analyse de risque. Alors, on ne peut pas réussir l'analyse de risque aussi sans connaître les caractéristiques des différentes activités ou les détails liés à chaque activité à exécuter sur le chantier. Lorsque je connais déjà les activités, si je sais qu'il y aura transport, d'accord, de matières premières ou bien il y aura conditionnement de ceci, stockage de cela, circulation des engins sur le chantier, l'apport des matériaux de construction, etc., ou la manipulation des huiles ou de produits dangereux sur le chantier. À partir de ma connaissance de tous ces éléments, je peux déjà identifier les risques probables, d'accord, les risques qui peuvent être enregistrés au cours de la mise en œuvre du projet en phase des travaux
et aussi en phase d'exploitation. Donc, tel que c'est fait pour les impacts, c'est le même exercice qui est fait aussi au niveau de l'analyse des risques. Quels sont les risques liés aux activités prévues pour la phase préparatoire? Quelles sont les activités liées aux activités à réaliser à la phase de construction, à la phase d'exploitation et à la phase de démantèlement? Donc, c'est pratiquement la même chose ou le même exercice, d'accord, qui est réalisé au niveau de l'analyse des risques et au niveau de l'analyse des impacts. Alors, après avoir franchi ces différentes étapes, il faut proposer maintenant un plan de gestion environnementale et sociale. Alors, ici, pour réaliser ce tableau, c'est que vous devez vous référer au tableau synthèse des impacts. Comme je l'ai dit, ce n'est pas toutes les mesures qu'on a listées ou éditées au niveau du tableau des synthèse des impacts qu'on doit voir au niveau de votre plan de gestion environnementale et sociale. Les mesures qui ont une importance moyenne, qui sont synthétisées au niveau de la matrice du PGS. Alors, au niveau de votre tableau synthèse des impacts, on a plusieurs activités. Et il y a des activités qui auront peut-être, qui vont générer pratiquement les mêmes impacts. D'accord? Visiblement, pour ces impacts, on aura aussi pratiquement les mêmes mesures d'atténuation. Et donc, les mesures, je donne un exemple de mesures comme ça. Il suppose qu'à la phase de préparation, on aura un impact comme accident du travail. D'accord? C'est qu'on va recruter les ouvriers, maintenant sur la base des outils que ces derniers vont utiliser pour exécuter un certain nombre d'activités ou de tâches sur le chantier. C'est que on peut avoir d'accidents de travail, c'est-à-dire les ouvriers peuvent se blesser, d'accord? Si dans le lot des outils utilisés, c'est que cet outil peut facilement générer de blessures en cas de mauvaise posture d'un ouvrier, ou bien si l'ouvrier n'a pas porté peut-être un équipement de protection individuelle qui est conseillé avant l'emploi, avant d'utiliser cet outil pour travailler, c'est que on peut avoir un accident professionnel. Est-ce que vous voyez? Alors, si j'ai un impact comme ça à la phase préparatoire, à la phase de construction, et donc, pour les mêmes impacts, j'aurai pratiquement les mêmes mesures. Donc, je fais une synthèse, parce qu'il y a une codification qui est faite au niveau du tableau synthèse des impacts. Et donc, toutes les mesures, d'accord, ou tous les codes qui ont une mesure de commun, vous les synthétisiez à travers une ligne au niveau de votre matrice de PGS. Et donc, chaque ligne de votre tableau de PGS est réservée pour une mesure proposée à un certain nombre d'impacts au niveau de votre tableau synthèse. Alors, pour chaque mesure, comme je l'ai dit, il faut des indicateurs de vérification, d'accord, pour vérifier le niveau de respect, d'accord, ou le niveau d'exécution de l'activité ou de la mesure qui a été proposée au niveau de votre PGS. Pour chaque mesure, il faut préciser aussi l'échéancier. La mesure là, est-ce que c'est uniquement à la phase préparatoire qu'on doit l'exécuter? Est-ce que c'est à la fois au niveau de la phase préparatoire et de construction qu'on doit exécuter, on doit l'exécuter, ou bien est-ce que c'est au niveau de toutes les phases? Est-ce que vous voyez? De tout dépendra des activités, sources d'impact et des types d'impact identifiés par phase de projet.
Alors, pour chaque mesure ou activité à réaliser dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale, il y a les responsables de la surveillance et du suivi. On va revenir sur ces différents concepts, la surveillance et le suivi environnemental et social. Donc, chaque activité présentée dans votre tableau synthèse ou dans votre PGS doit avoir aussi un coût dans la mesure du possible. Donc, il faut estimer le coût pour dire, bon, pour faire une activité, pour sensibiliser, voilà, les ouvriers sur tel élément, ou bien pour sensibiliser les communautés riveraines sur les dispositions ou les pratiques à éviter, d'accord, au cours du chantier. On a besoin peut-être de 50 000, de 100 000, etc. Alors, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est vrai, pour la plupart du cas ou des cas, c'est le consultant qui fait ses propositions ou ses estimations, soit sur la base de ses expériences ou bien sur le coût, d'accord, le coût de réalisation de certaines activités dans le milieu, d'accord, dans le milieu récepteur du projet. Il est vrai, ces estimations sont souvent sous-estimées ou bien souvent le coût proposé par le consultant, on peut trouver ça trop élevé. C'est une éventualité. Donc, vous êtes appelé aussi à être confronté à ce genre de difficultés. Si, avant l'étude d'impact environnemental et social, on connaissait déjà, d'accord, l'entreprise qui va exécuter les mesures préconisées, le consultant peut entrer en contact avec la dite entreprise et échanger avec elle sur un certain nombre d'éléments pour dire, bon, voilà, dans le cadre du projet, voilà les mesures que nous on a proposées dans le plan de gestion environnementale et sociale. Alors, de par vos expériences en la matière, à quel coût pourriez-vous exécuter telle activité? Et vous allez voir que là, le consultant va faire des propositions réalistes. Les coûts qui seront proposés seront proches de la réalité. Sinon, il ne serait pas bien qu'après après la validation du rapport, que le coût, l'écart entre le coût de réalisation et ce qui est prévu dans le PGS, que cela soit significatif. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on peut faire un audit. Si on fait l'audit, on dit, bon, voilà ce qui est prévu, voilà ce qui est fait. Est-ce que vous voyez? Non, ce n'est pas bien. Il sait que ce que je suis en train de dire, à 95%, ce n'est pas faisable. C'est-à-dire vous n'aurez pas la chance d'entrer en contact avec l'entreprise. Donc, généralement, c'est après la validation des rapports, peut-être que l'entreprise qui va exécuter les travaux sera recrutée. Mais s'il arrivait que l'entreprise est déjà connue au cours de l'élaboration de l'étude d'impact environnemental, l'idéal, c'est d'aller échanger, d'accord, ou discuter avec cette entreprise pour que vous puissiez proposer les coûts réels, les coûts qui tendent vers la réalité pour la mise en œuvre de chaque mesure éditée dans la matrice du plan de gestion environnementale et sociale. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport au PGS. Bon, je crois que je l'ai déjà dit aussi. Pour d'autres missions, on peut vous demander de proposer un document à part pour le plan de gestion environnementale et sociale. Et lorsqu'il s'agit beaucoup plus des projets d'envergure, c'est vrai, dans votre rapport initial, il y aura quelques éléments, mais on vous demande de proposer un document
intitulé Plan de gestion environnementale et sociale, où les mesures seront beaucoup plus détaillées. Et tout qu'on fait, à la fin, il y aura une synthèse de ces mesures-là avec les coûts et les responsables de surveillance, de suivi, ainsi que les indicateurs de vérification de l'effectivité de chaque mesure, ainsi que l'échéancier de mise en œuvre de chaque mesure. Donc, si la TDR vous impose l'élaboration d'un document à part pour le PGS, ce n'est pas un problème, c'est faisable. Ou bien, tout peut être en un seul rapport. Donc, comme je l'ai dit, le tout dépendra de ce que les TDR exigent. C'est pourquoi, avant le démarrage proprement dit de votre mission, il faut une bonne compréhension des termes de référence. Alors, si vous avez le PGS, comme on l'a dit, il y a une colonne où on a dit qu'il faut le suivi et la surveillance. Alors, c'est quoi la surveillance environnementale? C'est quoi le suivi environnemental? Il faut maîtriser ces deux concepts et à quel moment on fait le suivi et la surveillance. Donc, à ce niveau, généralement aussi pour les projets mieux structurés, avant l'étude d'impact environnemental et social, c'est que il y a déjà un montage institutionnel qui est là, qui dit, dans le cadre de ce projet, voilà les acteurs qui vont faire le suivi environnemental et social, voilà les acteurs qui vont faire la surveillance, mais dans la plupart des cas, vous n'allez pas voir une telle organisation pour mieux vous orienter, mieux être à l'aise dans l'élaboration de votre rapport. Et donc, si ce n'est pas fait, il faut échanger avec les acteurs pour voir spécifiquement pour ce projet-là, qui fait quoi et quand. Donc, c'est très important. Alors, la surveillance environnementale, comme c'est dit ici, c'est une activité par laquelle l'entreprise s'assure que tous ses engagements et obligations en matière d'environnement, incluant les mesures d'atténuation, sont appliqués avant, pendant et après les travaux. C'est une activité d'inspection, de contrôle, d'intervention qui vise généralement à vérifier que toutes les exigences et conditions en matière de protection d'environnement soient effectivement respectées avant, pendant et après les travaux de mise en œuvre du projet. C'est ça, la surveillance. Donc, la surveillance environnementale commence, d'accord, avant la mise en œuvre proprement dite du projet. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est pour les projets où il y a une organisation, où il y a des séries autour. Cela suppose qu'avant l'exécution du projet, on connaît déjà l'entreprise qui est mandatée pour exécuter les travaux projetés dans le cadre du projet. Donc, c'est comme ce que je disais tantôt. C'est au cas où les gens ou le projet ou l'unité de coordination ou de gestion du projet, il y a une série autour de tous ces éléments-là que vous pouvez avoir des cas où l'entreprise adjudicataire des travaux est déjà connue en amont. Donc, la surveillance environnementale, c'est comme la prise en compte, d'accord, de tout ce qui, ou de toute la réglementation qui encadre ou qui protège l'environnement. Donc, comment cela est mis en œuvre, comment cela est exécuté. C'est très important. Par contre, le suivi environnemental, c'est l'ensemble des activités d'observation et de mesures qui visent à déterminer les impacts réels d'une installation ou d'un projet ou d'une activité, etc. Et comparativement au pronostic d'impact réalisé lors de l'étude d'impact sur l'environnement. Alors, cela voudrait dire quoi? Lorsque je dis
qu'il y aura pollution, par exemple, du sol, suite au déversement accidentel d'hydrocarbures. Ça, ce n'est pas encore une réalité. Ouais, tout ce qu'on fait au niveau, dans l'analyse des impacts, c'est que, en fait, c'est comme des suppositions. Comme on le dit, c'est comme des pronostics pour dire, ah, il peut avoir tel impact. Il peut avoir, non, il peut avoir un déversement accidentel, d'accord? Ou bien on peut dire, bon, au cours de l'exploitation, la coopérative peut-être qui a bénéficié d'un projet d'aménagement hydro-agricole peut utiliser peut-être les produits chimiques, les intrants chimiques qui vont dégrader davantage les sols. Est-ce que vous voyez? Mais à l'exploitation, cette coopérative peut faire l'option d'utiliser uniquement des intrants bio. Est-ce que vous voyez? Donc ici, le suivi permet de déterminer les impacts réels. Et là, nous sommes au cours, si on est au cours de la mise en œuvre des activités, voir quels sont les impacts réels du projet sur les différentes composantes du milieu. C'est le rôle du suivi, ça. Il est vrai, on a déjà proposé des mesures, d'accord? Il peut y avoir aussi des impacts qui ont échappé à la vigilance du consultant au moment où il réalisait son analyse des impacts. Donc, l'impact du projet, l'impact réel même, c'est à la phase de construction, à la phase de la mise en œuvre et après à l'exploitation pour voir ce qui se passe. Donc, le suivi doit aller toucher du doigt les impacts réels du projet ou des activités du projet. Donc, voilà la différence entre la surveillance et le suivi. Donc, le programme de surveillance et de suivi environnemental et social que vous allez proposer ou qu'on propose généralement dans le cadre des études d'impact environnemental et social permet vise à assurer, d'accord, ou de s'assurer que les mesures d'atténuation et de bonification proposées sont mises en œuvre dans les règles de l'art, d'accord, et que celles-ci produisent des résultats anticipés et qu'elles soient modifiées, interrompues ou remplacées si elles s'avéraient inadéquates. Donc, au cours de la surveillance et du suivi, s'il y a des irrégularités qui ont été constatées, il faut proposer encore les différents responsables, d'accord, chargés du suivi et de la surveillance doivent trouver des mesures, d'accord, pour atténuer les impacts résiduels, parce qu'il y a d'autres impacts, je suppose qu'on a déjà pris suffisamment les mesures qu'il faut, on a exécuté, d'accord, on a exécuté les mesures prévues par le PJS. Malgré cela, il y a souvent ce qu'on appelle les impacts résiduels. Donc, vous pouvez atténuer les effets d'un impact donné, mais malgré tout ce que vous avez déployé comme moyens, ressources, etc., il y a des activités qui présentent des impacts qui tentent de perdurer dans le temps. Donc, pour ces impacts résiduels, les responsables de suivi, de surveillance doivent pouvoir trouver les voies et moyens pour qu'il y ait de conformité entre les activités du projet vis-à-vis de la réglementation, la réglementation en vigueur ou les normes environnementales et sociales en vigueur au niveau du pays concerné. Donc, de façon opérationnelle, le programme de surveillance et de suivi environnemental permet de s'assurer de l'application effective des mesures d'atténuation et de compensation préconisées dans votre rapport d'étude d'impact environnemental. Il permet de veiller au respect, d'accord, par le maître d'œuvre des obligations environnementales contenues dans les documents du projet. Comme je l'ai dit aussi,
depuis bien avant l'exécution du projet, on veille à l'intégration, d'accord, des obligations environnementales dans les cahiers de charges des entreprises adjudicataires des travaux. Est-ce que vous voyez? Donc, à l'exécution, ces entreprises, pour ce qui concerne la surveillance, doivent s'assurer, d'accord, ou doivent veiller au respect strict des obligations environnementales. Donc, ces obligations environnementales sont formulées sur la base de ce qui est prévu par la réglementation qui encadre le secteur de l'environnement ou bien la réglementation qui vise à protéger l'environnement au niveau du pays. Donc, il faut veiller aussi au respect de tout ce qui est législation ou réglementation en vigueur au niveau national. Donc, au cours du suivi de surveillance, on a un regard prêt, un regard sur ces différents éléments-là pour voir comment l'entreprise procède pour se conformer à tout ce qui est réglementation en vigueur et applicable aux activités du projet. Alors, pour faire le suivi, il y a un certain nombre d'acteurs que vous allez identifier. Comme je l'ai dit, lorsque vous voulez réaliser l'étude d'impact environnemental et social, il faut demander au promoteur tout ce qui a été prévu, d'accord? Les documents environnementaux et sociaux qui sont déjà élaborés et approuvés avant l'étude d'impact environnemental. Alors, s'il y a déjà un montage institutionnel, d'accord, ou un document qui décline les rôles et les responsabilités des acteurs du suivi et de la surveillance, il suffit de prendre ce qui est prévu et vous allez valoriser ça dans votre rapport d'étude d'impact environnemental et social. Vous n'allez pas rajouter encore d'autres éléments. Il est vrai, peut-être sur la base de vos expériences, vous pouvez faire peut-être des suggestions au promoteur s'il y a un acteur peut-être pertinent qui a été oublié. Donc, cette liste peut être actualisée. D'accord? Le montage institutionnel peut être actualisé. Mais d'entrée, c'est qu'il faut échanger et demander au promoteur si un montage institutionnel est déjà disponible pour la surveillance et pour le suivi, ainsi que les rôles et les responsabilités de chaque acteur impliqué dans le suivi ou la surveillance ou dans la mise en œuvre du plan de suivi et de surveillance environnementale. À la fin, vous allez présenter comme ce qu'on a fait au niveau du PGS, vous allez présenter un tableau comme le modèle présenté ici. Et donc, on a le programme de suivi et de surveillance donc, qui se présente comme la matrice présentée ci-après. Bon, cela peut prendre d'autres formes lorsque vous êtes dans d'autres pays. Comme je l'ai dit, ce qu'on dit ici, ce n'est pas standard. Mais le contenu, quelle que soit la forme, le contenu reste toujours le même. Alors, au niveau du programme de surveillance, vous avez votre première colonne qui présente les récepteurs d'impact. Les récepteurs d'impact, vous connaissez déjà ça depuis l'identification des types d'impact avec la matrice de Léopold et tout ce que vous avez analysé par phase de mise en œuvre du projet au niveau de l'analyse des impacts. Vous avez identifié les impacts négatifs sur le milieu biologique, sur le milieu physique, sur le milieu humain ou socio-économique, etc. Et donc, vous connaissez déjà les éléments du milieu qui sont sensibles, d'accord, qui vont recevoir les impacts du projet et qu'il faut suivre de près. Est-ce que vous voyez? Donc, ce sont ces composantes du milieu qu'on ramène au niveau du programme de surveillance ici. Alors, vous devez identifier ou préciser les éléments de suivi au niveau de la flore, par exemple, au niveau du sol. Qu'est-ce qu'il faut surveiller réellement? Est-ce que vous voyez?
quels sont les indicateurs de suivi, qui est le responsable ou qui sont les responsables de suivi, la période de suivi, la fréquence de suivi et le coût de suivi. On doit pouvoir proposer cela. C'est vrai, tout à l'heure, au niveau des acteurs, on a présenté l'Agence béninoise pour l'environnement. Ça, l'ABE, chez nous, est dans son rôle régalien de faire le suivi environnemental et social de tout ce qui est chantier ouvert pour les différents projets au niveau national. Alors, au niveau de notre tableau de suivi ici, pour ce qui concerne l'ABE, il peut avoir un coût, tout comme il peut ne pas avoir un coût de mise en œuvre, parce que l'État met déjà les moyens à sa disposition pour faire cela. Mais pour des projets donnés, d'accord, l'équipe de coordination peut décider, d'accord, d'avoir une convention avec l'Agence béninoise pour l'environnement pour peut-être renforcer le suivi environnemental et social de son chantier. Pour que la descente ou la fréquence de suivi faite par l'ABE soit quand même régulière. Donc, sur cette base, si l'ABE doit aller, je suppose que l'ABE doit descendre sur ce chantier une fois par an ou bien une fois par semestre, lorsque l'entreprise ou bien l'équipe de coordination du projet demande ou fait la demande, ça veut dire qu'il faudra mettre les moyens, les ressources à disposition complémentaires à disposition de l'ABE pour pouvoir faire ce travail. Mais pour les autres acteurs, on doit pouvoir identifier ou proposer le coût des activités de suivi. Si on doit faire, je suppose que le projet présente un enjeu important pour la qualité du sol, par exemple. Est-ce que vous voyez? Pour dire, bon, dans le cadre du suivi, il faut périodiquement, peut-être par semestre, faire l'analyse des sédiments du sol. Est-ce que vous voyez? Là, ça veut dire qu'il faut mandater peut-être un laboratoire spécialisé en la matière. Maintenant, combien cela va coûter si on doit faire ça par semestre? Sur la durée peut-être du projet, à combien cela revient? Et qui est le responsable? Qui doit payer, qui doit assurer ce coût-là? Si je sais qu'au cours du chantier ou de l'exploitation du projet, les activités à mener sont source d'impact, d'accord, pour les eaux de surface ou les eaux souterraines. Donc, comme on l'a dit, c'est de pronostic lorsqu'on fait l'analyse des impacts. Mais ici, pour être sûr que les activités du projet n'affectent pas la qualité de l'eau, ça veut dire qu'il faut périodiquement constituer des échantillons d'eau qu'il faut faire analyser par un laboratoire reconnu pour ça, agréé pour ça. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, je donne l'exemple, ou ces deux exemples-là, des activités de suivi. Il faut budgétiser cela. Mais en amont, il faut se renseigner sur le coût. Et aussi, par rapport à la localisation géographique du projet. Est-ce que dans le milieu récepteur, il y a des laboratoires? Je suppose que je suis à Malambine et je vais faire le suivi, d'accord, de la qualité de l'eau ou des sédiments du sol. Est-ce que dans le milieu récepteur, j'ai des laboratoires spécialisés? Sinon, avec quel laboratoire le projet peut avoir une convention ou bien avec quel laboratoire le projet peut faire une contractualisation pour pouvoir faire des échantillons qu'il faudra analyser périodiquement et le coût que cela va nécessiter si je dois faire ça une fois par semestre ou bien 3 fois par an, c'est selon la composante ou selon l'enjeu du projet pour la composante. Donc, tout ce qu'on doit faire à ce niveau, il faut budgétiser cela pour faciliter la mise en œuvre et permettre aux promoteurs aussi
d'intégrer cela dans son fonctionnement. Donc voilà, mesdames, messieurs, la quintessence de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas développé tout ce qui est chapitre qu'on doit avoir dans un rapport d'étude d'impact environnemental et social, mais on a jugé bon d'aller sur l'essentiel. Donc voilà ce que nous tenons à vous partager. Et comme je l'ai dit, on ne veut pas dépouiller le contenu d'une étude d'impact environnemental et social au cours de ces 3 séances. Et peut-être avec l'équipe de l'Inner Group, on verra les jours à venir ce qu'il faut vous proposer encore pour mieux aller dans les détails. Si on doit prendre chaque partie d'un rapport d'étude d'impact environnemental et social. Merci de votre aimable attention. Je crois s'il y a de questions ou de commentaires, on va voir. On va répondre à un certain nombre, les plus pertinents. Voilà, merci, chers internautes. D'accord, les questions. Vous êtes sortis à ouvrir. Ok, on va commencer avec ça. Il dit bonjour docteur, ravi de vous revoir. Dans la matrice Léopold, au niveau de la composante socio-économique, c'est quoi le champ visuel et éléments particuliers? Merci. Ok, merci monsieur Traoré. Bon, le champ visuel, il faut dire que c'est un exemple qui est là, qu'on peut remplacer aussi, bon, peut-être pas le paysage. Bon, lorsque vous prenez tout projet, je prends le milieu, les habitants du milieu sont déjà habitués à un paysage donné. Est-ce que vous voyez? Alors, lorsque le projet va mettre en place ces installations, est-ce que vous voyez? Ce qui est habituel va subir de modifications, agréablement ou désagréablement. Est-ce que cela dépendra de comment les installations du projet participent à l'amélioration du champ, du paysage, peut-être urbain ou du paysage rural, du milieu d'accueil du projet. Bon, les éléments particuliers, c'est que tout ce qui est élément du milieu humain ou socio-économique n'a pas été cité. On peut dire l'économie, la santé, la sécurité, l'éducation, etc. Donc, on ne peut pas tout citer parce qu'on n'a pas pris l'exemple d'un projet, d'accord, réel, pour dire, bon, voilà, ce projet-là a, au vu des activités réalisées, a d'impact sur tel élément du milieu socio-économique, ou du milieu humain. Vous ne pouvez pas tout lister, c'est qu'il faut prendre, comme on l'a dit, les composantes les plus pertinentes pour le projet. Okay. Je veux connaître la nuance entre impact et risque. OK. Bon, comme on l'a dit, les impacts d'un projet, c'est comme lorsque vous prenez l'activité, source d'impact, on a, comment je vais caricaturer ça? On veut faire le défrichement, d'accord? On veut construire peut-être un collège. On a identifié un site, et sur le site, peut-être qu'il y avait des ménages qui occupent le site ou qui exploitent le site. On a peut-être la présence de végétation, on a les arbres à valeur économique, etc. Alors, la première activité ici, c'est le défrichement parce qu'il y a les arbres là, défrichement et nettoyage, par exemple, ou libération du site. Alors, tout ce qu'on a comme installation des ménages qui étaient là, d'accord, on va détruire tout ce qui est là. Ça, c'est déjà un impact.
l'effet que l'activité qu'on compte réaliser présente sur les composantes du milieu. C'est un impact. Le risque, comme on l'a dit, c'est une probabilité. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas encore un fait réel. L'impact aussi, comme on l'a dit, c'est quand même pronostic. D'accord? On sait que l'activité là va générer tel effet. Donc, la libération de l'emprise va faire partie les gens ou les ménages qui occupaient le site. C'est un impact. Maintenant, le risque est que pour chaque activité de projet, on essaye de voir le danger que cela présente pour l'homme ou pour le milieu biologique ou le milieu physique. Donc, le danger est partout. Est-ce que, ouais, si je dois même s'acler avec la roue, il y a un danger qui est là. Et que si j'adopte une mauvaise posture, est-ce que, ouais, je peux me faire blesser par la roue. Alors, lorsque j'adopte une position, d'accord, qu'il ne fallait pas, et que le danger que je voyais de loin, c'est-à-dire le risque se produisait, si le risque se produisait, c'est que j'ai déjà de blessures. Donc, c'est la probabilité de survenance du danger perçu là qui est appelé ici risque. Est-ce que vous voyez? C'est une éventualité. C'est un danger qui peut survenir à tout moment. Donc, c'est comme si je dois faire aussi un travail en hauteur. Est-ce que vous voyez? Je suppose qu'on est sur un chantier de montage de pylônes de télécommunication, GSM. Est-ce que vous voyez? C'est qu'avant de monter sur le pylône, il me faut des équipements. Je dois porter ce qu'on appelle ma ceinture de sécurité, harnais. Mais il peut y avoir des ouvriers sur le chantier qui vont s'entêter. Est-ce que vous voyez? Si je suppose qu'il n'y a pas d'équipement disponible, d'autres vont s'entêter ou dire non, il peut monter sur ça. D'accord? Le danger, c'est qu'il peut y avoir des chutes. Quelqu'un qui n'a pas porté, mais tu peux même porter de ceinture, mais que une fois en haut, la ceinture te lâche parce que peut-être c'est une ceinture de sécurité de mauvaise qualité. Est-ce que vous voyez? Donc, je fais ces analyses en amont pour dire il y a un danger en travaillant en hauteur. Celui qui travaille en hauteur peut chuter. Alors, s'il chute, ça veut dire que le risque s'est produit. Et lorsque le danger survient, ça veut dire qu'on est déjà à l'étape du risque, qui est le dit, est déjà une réalité. Donc, voilà la démarcation qu'il faut faire. Donc, ici, c'est une probabilité. Et lorsque vous connaissez bien partout où la probabilité intervient, bon, on ne va pas rentrer dans les détails qu'il faut. C'est bon. D'accord. Bonne présentation, monsieur Michel. Une autre question. Bonjour, docteur. Merci beaucoup pour votre présentation. C'est bien. Que Dieu vous bénisse. Abondamment, je souhaiterais que vous mettiez à notre disposition le document du cours. Merci à vous. OK. Bon, le document va être mis. Oui, comme c'était annoncé au début, après cette session, il y a un travail qui se fait déjà, d'accord? Parce qu'on n'a pas présenté tous les éléments, tous les détails qu'il faut ici. Donc, l'Inner Group mettra ce document à la disposition du public. Da Adjabo. C'est une très bonne présentation. Et si vous pouvez nous procurer le document, OK. OK, c'est promis. Bon, même chose. Vraiment ravi, j'ai raté. Bon, c'est pas grave. Bon, celui qui a raté, il peut insérer notre groupe WhatsApp. Il y a les liens des vidéos. Bon, pour ceux qui ont raté les 2 premières sessions, vous pouvez intégrer le groupe WhatsApp ou aller sur notre page ou YouTube. bien aller sur la page YouTube de l'Inner Group. Vous allez voir les enregistrements là. Ok. Doit-on scinder obligatoirement la surveillance et le suivi? Bon,
Ça dépend. Hein. Récemment, nous, on a fait une étude, d'accord, au niveau du programme de suivi et surveillance. On a présenté un tableau pour la surveillance, avec un tableau à part pour la surveillance avec les acteurs de mise en œuvre et un autre tableau à part pour le suivi. Donc, le mieux, vous pouvez scinder les deux, qu'il y ait une matrice pour la surveillance, une autre matrice pour le suivi pour ne pas mélanger les acteurs. Donc, là, le rôle et les responsabilités de chaque acteur en ce qui concerne le suivi et la surveillance est bien précisé. Da, Fidèle revient encore. Et lorsque ce danger survient, ce qu'on ne souhaite jamais, quel est le rôle du consultant ou du responsable? Alors, si le risque survenait, c'est que nous sommes déjà en phase de travaux ou bien à l'exploitation. À ce moment, le consultant n'a rien à voir avec ce qui s'est produit. Le rôle du consultant, c'est d'analyser, d'accord, et d'identifier les risques probables sur la base des activités à réaliser dans le cadre de la mise en œuvre du projet et de prescrire maintenant ou de proposer les mesures préventives. D'accord? Alors, au niveau de l'analyse des risques, au-delà des mesures préventives, il y a d'autres dispositions. D'accord? Pour dire, bon, s'il y a une urgence, voilà les dispositions à prendre. Donc, avant le chantier, avant la mise en œuvre des activités du projet, l'entreprise aussi prend déjà des dispositions parce qu'on lui demande d'avoir un programme de gestion, un plan de gestion environnementale et sociale chantier, PGS chantier. Donc, dans ce PGS, l'entreprise donne déjà des orientations, fait des propositions pour dire, bon, en cas, lorsqu'il y a un accident, voilà comment il va procéder, etc. Donc, le consultant n'est pas au niveau du contrôle. Le consultant donne les orientations sur ce qui doit être fait avant l'exécution de chaque activité sur le chantier. Donc, le rôle de consultant se résume à l'élaboration de l'étude d'impact environnemental et social. Il n'est pas là pour la mise en œuvre des mesures prescrites dans le PJS ou dans le plan de gestion des risques identifiés. Ok. Bon, je vous remercie pour la présentation. Soumaïla, que vous abordez, voilà. Bravo à vous, docteur. L'audit environnemental. J'aimerais qu'on aborde l'audit environnemental et social. Ok, c'est noté. On va voir bien. Dernière intervention. Ok. Ok, merci beaucoup. Je crois que les questions ont été épuisées. Merci pour le temps passé ensemble. Je crois que c'est un rendez-vous du donner, du recevoir. Donc, on apprend toujours. Voilà, nous sommes tous des éternels étudiants. Donc, merci beaucoup et Lina va vous revenir pour d'autres programmations, pour prendre en compte vos doléances sur d'autres aspects de l'évaluation environnementale et sociale. Merci.